Un hurlement mécanique déchira l'air, et les masques à oxygène tombèrent brusquement des compartiments au-dessus des sièges, suspendus comme des pendules dans un chaos soudain. L'avion d'Air France, en route de Paris à Toulouse, tangua violemment sur la gauche, projetant les passagers contre leur ceinture de sécurité. Des cris de panique s'élevèrent, des plateaux repas s'écrasèrent au sol, et les lumières vacillantes de la cabine ajoutèrent à la confusion. Au centre de l'allée, Sophie Dubois, 11 ans, restait attachée à son fauteuil roulant, son petit corps frêle secoué par les turbulences, ses yeux sombres écarquillés par la peur mais aussi par une lucidité aiguë. Quelques minutes plus tôt, Véronique Lambert, l'hôtesse de l'air en chef, une femme d'une quarantaine d'années, à l'allure impeccable, avait ricané en passant près d'elle, murmurant à une collègue « Une passagère en fauteuil roulant et noire de surcroît? Elle va nous ralentir, celle-là. » Maintenant, alors que l'avion semblait plonger dans une descente incontrôlée, Véronique avait disparu, abandonnant Sophie à son sort. À 3 rangées derrière, Claire Dubois, la mère de Sophie, gisait inconsciente, sa tête appuyée contre le hublot, victime d'un choc lors de la première secousse. Aucun passager, dans leur hâte égoïste de se saisir des masques à oxygène, ne semblait remarquer la fillette. Sophie, les mains tremblantes, cherchait à tâtons son bouton d'alerte médicale, un dispositif fixé à son fauteuil roulant, consciente qu'il lui restait exactement 47 secondes avant que la prochaine crise de convulsion ne la frappe. « Tu es toute seule, ma petite spéciale », avait sifflé Véronique avant de s'éloigner, son ton chargé de mépris. La fillette, habituée à surmonter les obstacles de son handicap, sentait pourtant une peur nouvelle l'envahir. Personne ne viendrait-il à son secours avant que la descente fatale de l'avion ne devienne mortelle? Cette histoire bouleversante, tirée d'une réalité crue, commence ici, dans les cieux tumultueux, où une enfant brillante et sa mère courageuse affrontent non seulement les caprices d'un vol chaotique, mais aussi la cruauté d'un préjugé tenace. Si vous croyez en la justice et en la lutte contre la discrimination, cette histoire vous touchera profondément. Sophie Dubois n'était pas une passagère ordinaire. Quelques semaines plus tôt, dans une salle de classe de 5e à Paris, elle serrait dans ses mains une médaille d'or, fruit de sa victoire au concours national des jeunes scientifiques. Son projet sur la dynamique aérospatiale et les systèmes de stabilisation des vols avait stupéfié les juges, dont un ingénieur retraité d'Airbus, qui lui avait chuchoté, ému, « Tu as un avenir dans l'espace, jeune fille. » Ses camarades, bien que polis dans leurs applaudissements, la regardaient avec un mélange de surprise et de scepticisme. Une fille noire en fauteuil roulant, remportant le premier prix, cela ne correspondait pas à leurs attentes. Leur professeure, Madame Lefebvre, rayonnait de fierté, ayant repéré l'intelligence exceptionnelle de Sophie dès ses premiers jours en classe. Ce soir-là, dans leur petit appartement du 20e arrondissement, Sophie, les yeux brillants, s'exclama « Maman, on va vraiment y aller !» Elle regardait sa mère, Claire, compter soigneusement les billets économisés dans leur fonds d'urgence. Infirmière célibataire travaillant de longues heures à l'hôpital Saint-Louis, Claire avait mis de côté chaque centime pendant 3 ans, initialement pour les études de Sophie. Mais lorsque l'invitation pour le prestigieux camp spatial de Toulouse arriva, elle sut que c'était l'occasion de nourrir le rêve de sa fille. « Bien sûr qu'on y va, ma chérie. Rien n'arrêtera ma petite astronaute, » répondit Claire, posant un baiser tendre sur le front de Sophie. Ce que la fillette ignorait, c'était que sa mère avait pris des gardes supplémentaires tous les week-ends pour financer les billets, l'hébergement et le transport adapté aux fauteuils roulants, mettant leurs finances à rude épreuve. Mais voir l'étincelle dans les yeux de Sophie valait chaque sacrifice. À l'aéroport Charles de Gaulle, elles arrivèrent 3 heures à l'avance, comme Claire l'avait méticuleusement planifié pour gérer la sécurité et l'embarquement avec le fauteuil roulant de Sophie. Tout s'était déroulé sans accroc à l'enregistrement, avec un personnel aimable guidant Sophie à travers les files prioritaires. « Regarde tous ces avions, maman !» s'écria Sophie, son esprit scientifique déjà en train de calculer les vitesses de décollage et les dynamiques de portance. Son enthousiasme attira l'attention d'un passager, Philippe Martin, un enseignant à la retraite voyageant pour rendre visite à ses petits-enfants à Bordeaux. Il s'approcha avec un sourire chaleureux. « Tu aimes les avions, jeune fille? Moi, j'enseignais la physique. Tu as l'air d'une future ingénieure. »
Leur échange fut interrompu par l'annonce de l'embarquement prioritaire. C'est alors qu'elles rencontrèrent Véronique Lambert, l'hôtesse en chef. Blonde, impeccablement coiffée, son sourire professionnel ne masquait pas l'éclat glacial de ses yeux bleus. Lorsqu'elle aperçut le fauteuil roulant de Sophie, son expression changea. « Oh, une passagère en fauteuil », dit-elle à sa collègue, sa voix teintée d'agacement. « Ça va nous compliquer les choses. » Claire fit mine de ne pas entendre, concentrée sur le confort de sa fille pendant que l'équipe au sol préparait le transfert vers le fauteuil d'allée pour l'embarquement. Sophie, habituée à voyager malgré son jeune âge, restait calme, mais Claire sentait une tension croissante. Une fois à bord du vol Air France 307-42 pour Toulouse, un nouveau problème surgit. Leur siège, réservé en rangée 14 près des toilettes pour répondre aux besoins médicaux de Sophie, était occupé par une famille blanche avec 2 jeunes enfants. « Excusez-moi, je crois que ce sont nos sièges », dit Claire poliment, montrant leur carte d'embarquement. La mère, visiblement confuse, répondit « L'hôtesse nous a dit qu'on pouvait s'installer ici. C'est plus pratique pour les enfants. » Véronique apparut, son ton autoritaire. « Y a-t-il un problème ?» Claire expliqua calmement. « Ce sont nos sièges réservés. Nous les avons choisis pour être près des toilettes, à cause des besoins médicaux de ma fille. » Les yeux de Véronique passèrent de Claire à Sophie, s'attardant sur le fauteuil roulant avec un mépris à peine dissimulé. « Ces sièges sont pour ceux qui en ont vraiment besoin. Je vous ai réassignés en rangée 29, à l'arrière. » Claire insista. « Mais ma fille a une paralysie cérébrale. Nous avons réservé ces sièges exprès. » Véronique baissa la voix, mais pas assez pour que les autres ne l'entendent pas. « Ces gens avec leurs enfants ont besoin de commodité, vous devriez comprendre. Vos particularités seront bien à l'arrière. » Le mot « particularité » portait un dédain cinglant. Quelques passagers se tortillèrent, mal à l'aise, tandis que d'autres observaient ouvertement. « J'ai les documents médicaux », dit Claire, sortant un dossier de son sac. « Selon la loi sur l'accès des transporteurs aériens, vous ne pouvez pas réassigner des sièges réservés pour un handicap. » Le sourire de Véronique se crispa. « Toujours à jouer la carte du handicap », murmura-t-elle, s'adressant aux passagers comme pour chercher des alliés. « Ce n'est pas un traitement spécial », intervint Sophie, sa voix douce mais ferme. « C'est l'égalité d'accès. » Véronique plissa les yeux, visiblement irritée par l'intervention de la fillette. « Les enfants parlent quand on leur adresse la parole », lâcha-t-elle avant de se tourner vers la famille. « Je m'excuse pour ce malentendu, il semble que ces passagers insistent sur leur siège. » La famille, gênée, rassembla ses affaires et se déplaça. « Nous ne savions pas », murmura la mère à Claire. « Nous n'aurions jamais pris ces places sinon. » Alors que l'embarquement se poursuivait, une file s'était formée dans l'allée, et des soupirs frustrés se firent entendre. Claire sentait les regards peser sur elle, tandis qu'elle aidait Sophie à s'installer. Les chuchotements des passagers, certains compatissants, d'autres critiques, faisaient se recroqueviller Sophie. C'est alors qu'une voix s'éleva derrière elle. « Tout va bien ici ?» C'était le copilote, lieutenant Adrien Leclerc, sorti du cockpit après avoir entendu parler d'un trouble pendant l'embarquement. Avant que Claire ne puisse répondre, Véronique intervint avec aisance. « Tout est se régler, Adrien, juste un malentendu sur les sièges. » Leclerc jeta un coup d'œil à Sophie et Claire, semblant percevoir la tension. Il se pencha légèrement et murmura. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit pendant le vol, n'hésitez pas. Nous voulons que tous nos passagers soient à l'aise. » Alors qu'il retournait au cockpit, l'expression de Véronique se durcit brièvement avant de reprendre son sourire de façade. Sophie serra la main de sa mère, chuchotant « Maman, elle ne nous aime pas. Pourquoi ?» Claire, qui avait eu cette conversation trop souvent, répondit doucement. « Certaines personnes jugent avant de connaître, ma chérie. Mais nous allons à Toulouse pour ton rêve, et rien ne nous arrêtera. » 1 heure après le décollage, le panneau des ceintures s'éteignit, et les passagers commencèrent à se déplacer. Sophie murmura qu'elle devait aller aux toilettes, une démarche nécessitant le fauteuil d'allée prévu à cet effet. Claire appuya sur le bouton d'appel. Après quelques minutes, Véronique apparut, son expression s'assombrissant en les voyant. « Oui ?»
demanda-t-elle sèchement. Ma fille doit utiliser les toilettes. Pourriez-vous nous apporter le fauteuil d'aller? Demanda Claire poliment. Véronique regarda Sophie avec une impatience à peine masquée. Le fauteuil est indisponible pour le moment. Il faudra attendre. Claire fronça les sourcils. Indisponible? Comment cela? La réglementation exige qu'il soit à bord. Véronique haussa le ton, attirant l'attention des passagers voisins. Il est utilisé pour du stockage. Vous auriez dû mieux planifier vos besoins avant l'embarquement. Peut-être la prochaine fois. Sophie rougit, humiliée, tandis que des regards curieux se posaient sur elle. « Maman, c'est pas grave, » murmura-t-elle, bien que sa gêne soit évidente. « Non, ce n'est pas normal, » insista Claire. « La loi exige. » Véronique l'interrompit d'un geste dédaigneux. « Je connais les règles. Attendez l'atterrissage à Toulouse, ce n'est qu'1 heure. » Elle s'éloigna, laissant Claire et Sophie sans solution. 15 minutes plus tard, Claire remarqua Véronique escorter un enfant d'une autre famille aux toilettes avec le fauteuil d'aller, soudainement disponible. « Tu as vu ça? » demanda Sophie, sa voix tremblante mais ses yeux perçants, notant l'injustice. Claire, à bout de patience, se détacha et se dirigea vers la cuisine où Véronique préparait le service des boissons. « Excusez-moi, » dit-elle, la voix tendue. « Je vois que le fauteuil est maintenant disponible. Ma fille a toujours besoin des toilettes. » Véronique, sans lever les yeux, répondit. « Vous devrez attendre votre tour. J'ai un service à terminer. » Claire insista. Il était indisponible pour ma fille, mais immédiatement disponible pour un autre enfant. Véronique se tourna enfin, s'approchant légèrement. « Peut-être que dans votre culture, les horaires de toilette ne sont pas importants, mais sur mon avion, nous suivons des règles. Cette famille a demandé avant l'embarquement. » L'insinuation raciste fit taire Claire un instant, tandis que quelques passagers ricanaient ou détournaient le regard. C'est alors que Philippe Martin, l'enseignant à la retraite, se leva 2 rangées plus loin. « Excusez-moi, » dit-il avec l'autorité de ses années d'enseignement. « J'ai entendu. Cette dame et sa fille ont clairement besoin d'un accès que vous fournissez à d'autres. C'est de la discrimination, pure et simple. » Au début. Véronique se raidit. « Monsieur, cela ne vous concerne pas. Retournez à votre siège. » Philippe, imperturbable, répondit. « Cela nous concerne tous quand une injustice se produit sous nos yeux. » La confrontation attirait maintenant l'attention générale. « Me menacez-vous » demanda Véronique, haussant la voix. Perturber la sécurité d'un vol est une infraction grave. Juste à ce moment, une secousse soudaine secoua l'avion et le panneau des ceintures s'alluma. « Tous les passagers doivent regagner leur siège immédiatement », annonça Véronique, saisissant l'occasion pour mettre fin à la discussion. Claire retourna à sa place, vaincue pour l'instant, tandis que les murmures des passagers variaient entre sympathie et accusation de jouer la carte raciale. Sophie, observant tout, chuchota. « Maman, ces turbulences, elles sont bizarres. Ce n'est pas normal pour ce type de vol à cette altitude. » Claire, distraite, caressa les cheveux de sa fille. « Qu'est-ce que tu veux dire, ma chérie ?» Sophie, son esprit analytique en alerte, expliqua. « C'est comme si elles étaient régulières, pas naturelles. Comme si quelqu'un les provoquait exprès. Mon projet sur la dynamique des vols, ça ne colle pas. » Avant que Claire ne puisse répondre, le lieutenant Leclerc traversa la cabine pour vérifier les passagers pendant les turbulences. Il s'arrêta près de leur rangée, échangeant un regard chargé de regret avec Claire, comme s'il comprenait l'injustice. L'avion finit par atterrir à Toulouse, mais le calvaire n'était pas terminé. Véronique annonça par l'interphone. « La passagère en fauteuil roulant en rangée 14, veuillez rester assise jusqu'à ce que tous les autres passagers aient débarqué et qu'une assistance spécialisée soit disponible. » C'était la procédure standard, mais ce qui suivit ne l'était pas. Après que tous les passagers, y compris Philippe qui leur adressa un signe encourageant, eurent quitté l'avion, Claire et Sophie attendirent. 10, puis 15 minutes passèrent sans signe du fauteuil d'aller. « Maman, notre correspondance ?» dit Sophie, consultant l'heure sur sa tablette. Leur vol suivant pour Toulouse-Blagnac, une navette locale, partait dans moins de 80 minutes.
Claire appuya à nouveau sur le bouton d'appel. Un jeune steward, visiblement gêné, apparut. « Nous attendons toujours le fauteuil d'aller », expliqua Claire. « Notre prochain vol part bientôt. » Le jeune homme s'excusa. « Je suis désolé. Madame Lambert m'a dit qu'elle gérerait votre débarquement personnellement, mais je ne l'ai pas vu depuis l'atterrissage. Je vais vérifier. » 10 minutes supplémentaires passèrent avant que Véronique ne réapparaisse, tout en fausse sollicitude. « Oh, vous êtes encore là? Il y a eu un malentendu avec le fauteuil. Je m'en occupe tout de suite. » Lorsqu'elles quittèrent enfin l'avion, il leur restait moins de 40 minutes pour atteindre leur correspondance dans un autre terminal. Traverser l'aéroport bondé avec le fauteuil roulant de Sophie était un défi, mais Claire était déterminée. À l'arrivée à la porte d'embarquement, l'agent leur annonça. « Je suis désolé, l'embarquement final est terminé. La passerelle est fermée. » Claire protesta. « Nous avions une réservation pour ce vol. Nous avons été retardés à cause de l'avion précédent. » L'agent, après avoir vérifié son ordinateur, répondit. « Je peux vous réserver sur le prochain vol à 20h45. » Il était à peine midi. « Et nos bagages ?» demanda Claire, un mauvais pressentiment l'envahissant. « Il semble qu'ils aient été envoyés par erreur à Bordeaux, » répondit l'agent, choisissant ses mots. « Bordeaux? Mais c'est à des kilomètres. Les médicaments de ma fille sont dans ses bagages. » L'agent, impassible, les dirigea vers le comptoir du service client. Au comptoir, elles rencontrèrent un employé, M. Dupont, dont l'amabilité initiale s'évanouit lorsqu'il consulta leur dossier. « Dubois, de Paris, c'est ça ?» confirma-t-il, son ton changeant subtilement. Il s'éloigna pour un appel, et Claire surprit des bribes. « Oui, Madame Lambert, passager difficile, je m'en charge. » À son retour, il annonça froidement. « Vos bagages ne seront pas disponibles avant demain matin au plus tôt. Nous ne pouvons offrir ni logement ni bon de compensation, car le retard est dû à un problème de passager, pas de la compagnie. » Claire, indignée, rétorqua. « Ce n'est pas notre faute, nous avons été délibérément retardés. » Dupont resta impassible. « Je peux réserver le vol de 20h45, c'est tout ce que je peux faire. Pour les médicaments, contactez une pharmacie locale. » Épuisée, Claire accepta la réservation. Alors qu'elle s'éloignait, une voix familière les interpella. « Madame Dubois, Sophie !» C'était Philippe Martin. « Je pensais que vous seriez déjà à Toulouse. » Claire expliqua la situation, les larmes de frustration perlant dans ses yeux. Philippe fronça les sourcils. « Ce n'est pas un hasard. J'ai entendu Madame Lambert au téléphone dans le salon de l'équipage, parlant de passagers noirs difficiles à surveiller. » Il les aida à déposer une plainte officielle auprès du service client, utilisant ses connaissances des réglementations aériennes. Pendant qu'il remplissait les formulaires, Claire remarqua Véronique les observant de loin, son téléphone à la main, son regard calculateur. 2 agents de sécurité s'approchèrent. « Madame, nous devons discuter d'un rapport concernant un comportement perturbateur sur votre vol. » Philippe intervint immédiatement. « J'étais sur ce vol. Ces passagers n'ont rien fait de mal. Au contraire, c'est l'hôtesse qui a causé des problèmes. » Il se présenta. Philippe Martin, ancien vice-président exécutif d'Air France et membre du conseil de la Fondation pour la sécurité aérienne. Les agents, déstabilisés, échangèrent un regard. « Nous suivons juste un rapport, » dit l'un d'eux, plus conciliant. « Si vous vous portez garant, Monsieur Martin, nous considérerons l'affaire close. » Alors qu'il s'éloignait, Claire surprit le regard furieux de Véronique. Philippe murmura « Elle ne va pas lâcher. Les gens comme elle, quand leur autorité est défiée, deviennent dangereux. » Dans un coin tranquille de la zone de restauration de l'aéroport, Claire et Sophie s'installèrent, loin de leur porte initiale. Philippe, après avoir échangé ses coordonnées, partit pour sa propre correspondance. « Je suis désolé pour tes médicaments, ma chérie, » dit Claire, poussant une assiette de pizza d'aéroport vers Sophie. « J'ai appelé le docteur Moreau. Il envoie une ordonnance d'urgence à une pharmacie près d'ici. » Sophie, jouant distraitement avec sa nourriture, demanda « Tu crois qu'elle sera sur notre prochain vol ?»« Bon. »
Avant que Claire ne puisse répondre, une jeune fille blanche d'environ l'âge de Sophie s'approcha, suivie de ses parents. « Excusez-moi, c'est un sac du camp spatial ?» demanda-t-elle, pointant le sac à dos à thème Airbus de Sophie. « Oui, on y va demain », répondit Sophie, un peu plus animée. « Moi aussi. Je m'appelle Emma Lefebvre. Tu es dans la filière robotique ou aérospatiale? » « Aérospatiale, » dit Sophie, son enthousiasme revenant. « J'ai fait un projet sur les systèmes de stabilisation. » Les yeux d'Emma s'écarquillèrent. « Sérieux? Moi, je travaille sur la mécanique orbitale. On sera dans le même groupe. » Les parents d'Emma, le docteur Jacques Lefebvre, chirurgien, et la docteure Isabelle Lefebvre, professeure d'astrophysique à la Sorbonne, se présentèrent avec chaleur. « Claire Dubois, et voici ma fille Sophie, » répondit Claire. « On peut se joindre à vous ?» demanda Isabelle. « Nos filles vont être camarades de camp !» Pendant qu'Emma et Sophie plongeaient dans une conversation animée sur la science spatiale, les adultes discutèrent. « Nous sommes sur le même vol retardé pour Toulouse, 20h45, non ?» dit Jacques. « Nous avons raté notre correspondance à cause d'un problème mécanique. Ils nous ont donné des bons de repas et l'accès au salon. » Claire fronça les sourcils. « On ne nous a rien offert. » Isabelle, troublée, demanda « Vous avez déposé une plainte ?» Claire raconta leur expérience, depuis le comportement de Véronique jusqu'aux bagages égarés. Les Lefebvre, choqués, promirent de les soutenir. Jacques glissa leurs bons de repas à Claire. « Prenez-les, c'est le moins qu'on puisse faire. » Alors qu'ils discutaient, Claire aperçut Véronique approchant, accompagnée d'un homme en uniforme Air France, portant un badge indiquant « François Bisset, superviseur ». « Madame Dubois, » dit Bisset d'un ton paternaliste, « je comprends qu'il y a eu des désagréments sur votre vol. » Claire répondit « C'est un euphémisme. » Véronique intervint, jouant la victime. « Cette femme m'a menacé, j'ai eu peur dans ma propre cabine. » Isabelle, indignée, intervint. « Je suis le docteur Isabelle Lefebvre, Sorbonne. Nous avons entendu ce qui s'est passé et cela ressemble à de la discrimination. Pourquoi n'ont-ils pas reçu de bons de repas comme nous ?» Bisset, mal à l'aise, bafouilla. « Une erreur système, sans doute. » Il tendit un bon de 100 € à Claire. Un geste de bonne volonté. Claire refusa. « Je veux une reconnaissance de la discrimination et l'assurance que cela ne se reproduira pas. Et je veux les médicaments de ma fille, envoyés à Bordeaux. » Véronique, furieuse, lança un regard glacial à Sophie avant de s'éloigner avec Bisset. Jacques, son téléphone à la main, murmura. « J'ai tout filmé. » Ce n'était que le début d'un voyage où la dignité et la détermination de Claire et Sophie seraient mises à rude épreuve dans un combat contre une injustice bien plus vaste qu'elles ne l'avaient imaginé. Le lendemain matin, l'aéroport de Toulouse-Blagnac bourdonnait encore de l'agitation habituelle, mais pour Claire et Sophie Dubois, le monde semblait s'être transformé en une arène hostile. La vidéo tournée discrètement par Élise, la jeune journaliste rencontrée dans le premier vol, avait explosé sur les réseaux sociaux. Postée anonymement sur une plateforme populaire, elle montrait Véronique Lambert, l'hôtesse de l'air, refusant l'accès au fauteuil d'allée à Sophie, sa remarque raciste sur leur culture et son mépris flagrant lorsqu'elle avait renversé du café sur le dispositif médical de la fillette. Les hashtags « voleur un étang noir » et « ad justice pour Sophie » dominaient les tendances en France, avec des milliers de partages et des commentaires indignés. Sur les plateaux des chaînes d'information en continu comme France 24 et BFM TV, des chroniqueurs débattaient avec passion, certains dénonçant un cas flagrant de racisme et d'ablisme, d'autres, plus sceptiques, suggérant que l'incident était peut-être exagéré pour attirer l'attention. Dans leur coin tranquille de la zone de restauration de l'aéroport, où elles attendaient leur vol retardé pour Toulouse-Blagnac, Claire et Sophie tentaient de rester à l'écart du tumulte. Claire, épuisée par une nuit sans sommeil, scrutait son téléphone, lisant les messages de soutien qui affluaient, mais aussi les attaques venimeuses de certains internautes accusant Sophie de jouer la victime et Claire de chercher la gloire médiatique. Sophie, elle, fixait son assiette de croissants à peine entamée,
son enthousiasme pour le camp spatial terni par les événements. « Maman, pourquoi les gens disent des choses aussi méchantes ?» murmura-t-elle, ses yeux sombres trahissant une douleur qu'aucune enfant de 11 ans ne devrait ressentir. Claire posa une main réconfortante sur la sienne. « Parce que la vérité dérange, ma chérie. Mais nous avons des alliés, et nous allons nous battre. » À cet instant, Philippe Martin, l'enseignante à la retraite qui les avait soutenus à bord, les rejoignit, son visage marqué par une détermination tranquille. « J'ai contacté un vieil ami, Julien Moreau, un avocat spécialisé dans les droits civils. Il veut vous rencontrer dès votre arrivée à Toulouse. Ce qui vous arrive n'est pas un incident isolé. » Et c'était Philippe révéla qu'il avait entendu des rumeurs dans l'industrie aérienne sur Véronique Lambert, connue pour son comportement problématique, mais protégée par des relations influentes au sein d'Air France. Le vol pour Toulouse-Blagnac, prévu à 20h45, fut une épreuve supplémentaire. À la porte d'embarquement, Claire sentit son cœur se serrer en voyant Véronique Lambert, toujours impeccablement coiffée, vérifier les cartes d'embarquement. « Elle est sur ce vol aussi ?» murmura Sophie, serrant son sac à dos à thème Airbus contre elle. Claire échangea un regard inquiet avec les Lefebvre, la famille d'Emma, qui les avait rejoints à la porte. Jacques Lefebvre, le chirurgien, fronça les sourcils. « Ce n'est pas un hasard. Elle vous suit délibérément. » Isabelle, la professeure d'astrophysique, ajouta d'un ton ferme. « Restez près de nous. Nous serons vos témoins. » Pendant l'embarquement, Véronique adressa à Sophie un sourire glacial, son regard chargé de défi. « J'espère que vous serez plus coopérative sur ce vol, » dit-elle à voix basse, assez fort pour que Claire l'entende. Une fois à bord, assignés à la rangée 12, loin des toilettes, Claire sentit une tension croissante. Sophie, nerveuse, chuchota. « Maman, elle prépare quelque chose, je le sens. » Claire tenta de la rassurer. « C'est un court vol, ma chérie. Dans 90 minutes, nous serons au camp spatial. » Mais l'appréhension de Sophie était justifiée. Pendant les démonstrations de sécurité, Véronique effectua ses tâches avec une précision mécanique, ses yeux revenant sans cesse vers la rangée 12. Lorsqu'elle passa vérifier les ceintures, elle s'attarda sur celle de Sophie, la manipulant avec une minutie exagérée. « Un problème ?» demanda Claire, contenant sa colère. « Je fais mon travail », répondit Véronique froidement. « La sécurité avant tout, surtout pour les passagers à besoins spéciaux. » Le ton sarcastique du mot « spéciaux » fit frémir Claire. 20 minutes après le décollage, alors que Sophie consultait ses notes aérospatiales sur sa tablette, Véronique apparut avec le chariot de boissons. « Café, thé ou soda ?» demanda-t-elle, évitant le contact visuel. « Un jus de pomme pour ma fille et un café pour moi », répondit Claire. Véronique servit le jus sans incident, mais en posant le café sur la tablette de Claire, la tasse glissa soudainement, éclaboussant non pas Claire, mais la tablette de Sophie et son dispositif médical attaché au fauteuil roulant. Sophie poussa un cri de surprise, tandis que l'écran de la tablette vacillait avant de s'éteindre. « Oh, quelle maladresse !» s'exclama Véronique avec une feinte consternation, mais ses yeux brillaient d'une satisfaction cruelle. « Vous avez fait exprès !» s'écria Claire, saisissant des serviettes pour essuyer l'équipement. Le dispositif médical, essentiel pour surveiller les signes vitaux de Sophie et alerter en cas de crise, émettait maintenant des bips erratiques. « C'était un accident », dit Véronique assez fort pour que les passagers voisins l'entendent. « La compagnie n'est pas responsable des objets mal rangés. » Sophie, les larmes aux yeux, fixait sa tablette endommagée, où toutes ses notes pour le camp spatial étaient stockées. « C'est tout ce que j'avais préparé », murmura-t-elle brisée. Claire, tremblante de rage, déclara « C'était intentionnel. Vous nous visez depuis Paris. » Véronique se redressa, son masque de professionnalisme tombant brièvement. « Vous m'accusez? Cela ressemble à une menace, Madame Dubois. Menacer une hôtesse est une infraction fédérale. Ce vol pourrait être détourné, et vous pourriez être arrêté. » Les passagers voisins observaient, certains filmant discrètement avec leur téléphone. « Ma fille a besoin d'aide médicale, » dit Claire, tentant de rester calme. « Son équipement est endommagé, et ses médicaments sont dans nos bagages envoyés à Bordeaux par votre compagnie. » Véronique balaya l'argument d'un geste. « Elle va bien. Certains enfants aiment juste attirer l'attention. » À cet instant, Isabelle Lefebvre se leva de sa rangée.
Je suis médecin, déclara-t-elle avec autorité. Laissez-moi examiner l'enfant. Véronique bloqua l'allée. Retournez à votre siège, madame. Le panneau des ceintures est allumé. Isabelle pointa du doigt le panneau éteint. Il n'est pas allumé, et je propose une assistance médicale à une enfant en détresse. Refuser cela pourrait être considéré comme de la négligence. La tension monta, jusqu'à ce que Sophie se raidisse soudainement, sa respiration devenant irrégulière. « Maman, ça commence », murmura-t-elle, les premiers signes d'une crise de convulsion apparaissant. Claire, formée comme infirmière, repositionna immédiatement Sophie pour éviter tout danger. « Il y a un médecin à bord ?» cria-t-elle désespérée. Avant qu'Isabelle ne puisse intervenir, l'interphone crépita. « Ici le capitaine Laurent. Nous avons été informés d'une situation médicale à bord. Si des professionnels médicaux sont présents, veuillez vous signaler à l'équipage. » Véronique saisit l'interphone. « Capitaine, tout est sous contrôle. Il semble que cette passagère cherche à perturber le vol. » Mais à ce moment, Sophie commença à convulser légèrement, attirant les regards horrifiés des passagers. « Cet enfant a une crise !» cria un passager. « Laissez le médecin aider !» Jacques Lefebvre força le passage, suivi d'Isabelle. « Nous sommes médecins », déclara-t-il fermement. « Nous aidons cet enfant, avec ou sans votre permission. » Véronique, acculée par les regards et les téléphones qui filmaient, battit en retraite vers la cuisine, décrochant un téléphone, probablement pour appeler le cockpit. Isabelle s'agenouilla près de Sophie, vérifiant ses signes vitaux, tandis que Jacques parlait calmement à Claire. « Elle a déjà eu des crises comme celle-ci? Quels médicaments prend-elle? » « Du lorazépam, 2 mg, répondit Claire, son instinct d'infirmière prenant le dessus malgré la panique. Il était dans nos bagages envoyés à Bordeaux. La crise de Sophie restait légère, mais sans médicaments, le risque d'escalade était réel. L'avion entama sa descente vers Toulouse, le pilote annonçant une priorité d'atterrissage en raison de l'urgence médicale. Véronique resta dans la cuisine, son assurance ébranlée par l'attention croissante des passagers. À l'arrivée, des équipes médicales attendaient au pied de l'avion. Contrairement à Paris, le débarquement fut rapide, les autres membres d'équipage assistant efficacement Sophie. Alors qu'on la transportait vers le terminal, Claire aperçut Véronique, observant depuis la passerelle, son visage figé dans une rage contenue. Les paramédics stabilisèrent rapidement Sophie, l'un d'eux mentionnant qu'un passager avait utilisé le Wi-Fi à bord pour les alerter à l'avance, leur permettant de préparer du lorazépam. Dans l'ambulance, Claire serra la main de sa fille, désormais consciente mais désorientée. « Tu vas bien, ma chérie » murmura-t-elle. « On est à Toulouse maintenant. » Les Lefebvre suivirent de près, Emma tenant la main de sa mère, bouleversée par l'état de sa nouvelle amie. Jacques parlait avec la sécurité de l'aéroport, pointant du doigt la passerelle où Véronique se tenait encore. Alors que les portes de l'ambulance se refermaient, Claire surprit un dernier regard de Véronique, un mélange de défi et de calcul. Mais ce qui attira son attention fut une silhouette discrète dans la foule. Élise, la journaliste, son téléphone à la main, filmant toujours. Elle adressa un signe discret à Claire, comme pour dire que la vérité ne serait pas étouffée. À l'hôpital de Toulouse, Sophie fut libérée peu après minuit, les médicaments d'urgence ayant prévenu d'autres crises. Le médecin, indigné par leur histoire, documenta l'incident comme un cas de négligence médicale, fournissant des copies pour leur dossier. Leur hôtel, réservé pour le lendemain avant le début du camp spatial, les accueillit tôt lorsque le personnel apprit leur situation. « Essaye de dormir, ma chérie, » dit Claire, bordant Sophie dans son lit. Mais le sommeil échappa à Claire. À 3 heures du matin, son téléphone vibra de notifications. En ouvrant ses réseaux sociaux, elle fut stupéfaite de voir la vidéo d'Élise partout, relayée par des influenceurs, des militants et même des personnalités publiques. Les comptes d'Air France étaient inondés de commentaires furieux exigeant des comptes. À 9 heures, la compagnie publia un communiqué laconique. « Nous sommes conscients de l'incident impliquant une de nos hôtesses et une jeune passagère. Nous prenons ces allégations au sérieux et menons une enquête approfondie. L'employé concerné a été suspendu administrativement en attendant les résultats. » Ishmi. L'absence d'excuses claires attisa la colère publique.
À midi, l'histoire était devenue internationale, des médias européens reprenant ce qu'ils qualifiaient de cas flagrants de discrimination raciale et d'ablisme. Un appel d'Isabelle Lefebvre interrompit les pensées de Claire. « Vous avez vu les infos? C'est partout! » Claire, encore sous le choc, répondit. « Je ne m'attendais pas à ça. » Isabelle ajouta. « Mais attention, Véronique contre-attaque. » Elle dirigea Claire vers un site d'actualité conservateur où Véronique, en larmes, donnait une interview affirmant être victime d'un canular raciste orchestré pour la gloire médiatique et un potentiel procès lucratif. « Je faisais mon travail », insista-t-elle. La mère était agressive, refusant de suivre les consignes de sécurité. Maintenant, je reçois des menaces de mort à cause de vidéos manipulées. Claire, outrée, s'écria. « Elle ment! Nous avons des témoins! » Isabelle la rassura. Jacques a contacté le conseil d'administration d'Air France. Ils sont en mode gestion de crise, mais Véronique a des soutiens. Les réseaux sociaux de Claire furent bientôt submergés de messages haineux, certains l'accusant d'exploiter sa fille, d'autres menaçant son emploi. Un appel du camp spatial ajouta à son malaise. Le directeur, Antoine Fournier, s'exprima avec prudence. « Nous confirmons la place de Sophie, mais compte tenu de l'attention médiatique, nous vous demandons de rester discret pour le confort de tous. » Claire perçut une réticence sous-jacente, comme si leur présence était une gêne. Un second appel, plus inquiétant, vint de l'hôpital Saint-Louis. En raison de la publicité négative entourant vos activités sur les réseaux sociaux, nous devons réexaminer votre poste, annonça son superviseur. Claire fut mise en congé administratif immédiat. Ils veulent me faire taire, murmura-t-elle, abasourdie. Une recherche rapide révéla un lien troublant. Le président du conseil de l'hôpital était un proche du PDG d'Air France, Pierre Delacroix. Plus tard, leur propriétaire les informa que leur appartement parisien faisait l'objet d'une inspection pour des violations de code, obligeant une évacuation temporaire. Claire comprit que ce n'était pas une coïncidence. Ils étaient attaqués de toutes parts. À l'hôtel, Sophie, percevant la détresse de sa mère, demanda « Maman, on devrait peut-être abandonner ?» Claire, luttant contre les larmes, répondit « Non, ma chérie, ce qu'ils font est mal, et nous devons le dénoncer. » Un appel de Julien Moreau, l'avocat recommandé par Philippe, apporta une lueur d'espoir. « J'ai vu les vidéos, dit-il, sa voix empreinte de conviction. Ce n'est pas juste une hôtesse problématique. Air France protège un système. J'ai une source, Camille, une ancienne hôtesse qui a travaillé avec Véronique. Elle est prête à témoigner. » Camille, rencontrée plus tard dans un café discret de Toulouse, révéla des documents internes, des plaintes contre Véronique, toutes étouffées par la compagnie. Elle cible les minorités, surtout celles avec des besoins spécifiques, expliqua Camille, les mains tremblantes. Mais elle est intouchable, car elle est liée à des cadres, dont Antoine Fournier, son beau-frère. Cette révélation donna un sens sinistre aux événements. Julien ajouta « J'ai analysé les données de vol, Sophie avait raison. Les turbulences n'étaient pas naturelles. Le capitaine Laurent a admis que Véronique lui avait demandé de créer des secousses pour calmer les passagers. » Claire, abasourdie, demanda « C'est légal ?» Julien secoua la tête. « Non, c'est une mise en danger des passagers. » Alors que leur combat prenait une ampleur inattendue, une nouvelle menace émergea. Une assistante sociale contacta Claire, informant qu'une plainte anonyme avait déclenché une enquête sur sa capacité parentale. « Ils veulent nous briser », murmura Claire à Julien. Ce dernier, déterminé, déposa une motion d'urgence auprès de l'autorité de l'aviation civile, utilisant les vidéos et les témoignages de Camille et Philippe. Mais Air France contre-attaqua avec une offre de règlement, une somme à 7 chiffres, assortie d'un accord de confidentialité stricte. « Acceptez et tout s'arrête, » expliqua Julien. « Mais vous ne pourrez plus parler. » Claire, déchirée entre protéger Sophie et chercher justice, sentit le poids de la décision. Dans leur chambre d'hôtel, Sophie, observant sa mère, murmura « Maman, je veux juste aller au camp spatial. Est-ce qu'on a encore une chance ?» Claire, serrant sa fille contre elle, répondit « Oui, ma chérie, parce que la vérité est de notre côté. »
Mais alors que la tempête médiatique faisait rage, et que les forces alignées contre elle se resserraient, Claire se demanda si la vérité seule suffirait face à un système déterminé à les faire taire. Dans la lumière douce d'un matin toulousain, Claire Dubois fixait la lettre d'Air France, posée sur la table de leur chambre d'hôtel, ses bords légèrement froissés par ses doigts nerveux. L'offre de règlement, une somme d'1 million d'euros en échange de leur silence, était une tentation cruelle. Elle promettait une stabilité financière pour Sophie, la possibilité de couvrir ses soins médicaux et ses futures études, mais au prix de l'abandon de leur quête de justice. Claire, les yeux fatigués par des nuits d'insomnie, sentit une vague de doute l'envahir. À ses côtés, Sophie, assise dans son fauteuil roulant, feuilletait un carnet de notes qu'elle avait sauvé de sa tablette endommagée, ses doigts traçant les schémas complexes de son projet pour le camp spatial. « Maman, si on accepte, est-ce qu'on pourra toujours aller au camp ?» demanda-t-elle, sa voix empreinte d'une innocence qui serra le cœur de Claire. « Bien sûr, ma chérie, » répondit-elle, mais son ton trahissait une incertitude. La vérité était que chaque pas vers le camp spatial semblait désormais chargé d'obstacles, comme si une main invisible cherchait à les écarter de leur but. Pourtant, dans l'éclat déterminé des yeux de Sophie, Claire trouva la force de repousser la lettre. « Non, » murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour sa fille. « Nous ne nous tairons pas. Ils ont tort, et nous allons le prouver. » Cette décision, prise dans le calme d'une chambre d'hôtel modeste, allait devenir le pivot d'une bataille qui transformerait non seulement leur vie, mais aussi les pratiques d'une industrie entière. Le camp spatial, niché dans un complexe ultramoderne à la périphérie de Toulouse, était un lieu où les rêves d'enfants se mêlaient à la rigueur de la science. Sophie, malgré les épreuves, y arriva le lendemain avec un mélange d'excitation et d'appréhension. Emma Lefebvre, sa nouvelle amie rencontrée à l'aéroport, l'accueillit avec un sourire éclatant. « Tu vas adorer, Sophie. On va construire un modèle de satellite aujourd'hui, » s'exclama-t-elle, ignorant les regards curieux des autres enfants. Certains, influencés par les rumeurs circulant sur les réseaux sociaux, chuchotaient en pointant Sophie du doigt. « C'est elle, la fille du scandale Air France », murmura un garçon à lunettes. Sophie, habituée à être scrutée, redressa les épaules et suivit Emma vers leur atelier. Claire, restée à l'entrée, échangea un regard avec Isabelle Lefebvre, qui avait insisté pour accompagner les filles. « Il la regarde comme une intruse », murmura Claire, inquiète. Isabelle posa une main rassurante sur son bras. « Laissez-les voir ce dont elle est capable. Sophie est une étoile, et les étoiles brillent même dans l'obscurité. » Ces mots, prononcés avec la conviction d'une astrophysicienne, redonnèrent un peu de courage à Claire. Mais au fond d'elle, elle savait que le combat ne faisait que commencer. À Paris, Julien Moreau, l'avocat des droits civils, travaillait sans relâche. Dans son petit bureau du quartier latin, encombré de dossiers et de tasses de café froide, il examinait les documents fournis par Camille, l'ancienne hôtesse d'Air France. Les emails qu'elle avait conservés révélaient un schéma troublant. Des plaintes contre Véronique Lambert, étouffées systématiquement par des cadres supérieurs, dont Antoine Fournier, le directeur du camp spatial et beau-frère de Véronique. Un courriel, daté de l'année précédente, montrait Véronique se vantant d'avoir « géré » un passager handicapé en le forçant à rater son vol, avec l'approbation tacite de son superviseur. « C'est une conspiration », murmura Julien frottant ses tempes. Camille, assise en face de lui, triturait nerveusement un mouchoir. « J'ai quitté Air France parce que je ne pouvais plus supporter ça », confia-t-elle. « Mais témoigner publiquement, j'ai peur de ce qu'il pourrait me faire. » Julien la regarda avec empathie. « Vous êtes déjà courageuse d'être ici, Camille. Ensemble, nous pouvons faire tomber ce système. » Il décrocha son téléphone pour appeler Philippe Martin, l'ancien cadre d'Air France, qui avait mobilisé ses contacts dans l'industrie pour obtenir des enregistrements de vol. « Philippe, vous avez les données du vol Paris-Toulouse » demanda Julien. La voix de Philippe, ferme et assurée, répondit « Oui, et j'ai mieux. Le capitaine Laurent est prêt à témoigner. Il a admis que Véronique lui a ordonné de provoquer des turbulences pour intimider Claire et Sophie. Il se sent coupable et veut réparer. » Cette révélation était une bombe. Julien savait qu'un témoignage d'un pilote en exercice pouvait faire basculer l'opinion publique et les tribunaux.
Pendant ce temps, à Toulouse, Sophie s'épanouissait au camp spatial, malgré les tensions. Sous la tutelle de Madame Clairaut, une ingénieure d'Airbus passionnée, elle et Emma développèrent un prototype de satellite capable de corriger automatiquement sa trajectoire en cas de turbulence orbitale. Sophie, avec sa compréhension intuitive des dynamiques aérospatiales, impressionna même les instructeurs les plus sceptiques. Mais Antoine Fournier, le directeur, gardait ses distances. Lors d'une visite de l'atelier, il s'arrêta près du projet de Sophie, son expression indéchiffrable. « Intéressant », dit-il, son ton dénué de chaleur. « Mais assurez-vous que cela fonctionne avant la présentation finale. Nous avons des standards élevés ici. » Sophie, sentant l'hostilité, répondit calmement. « Ça fonctionnera, monsieur. J'ai tout vérifié 3 fois. » Emma, à ses côtés, ajouta avec un sourire malicieux. « Et moi, 4 fois. » Leur complicité arracha un rire à Madame Clairaut, mais Fournier s'éloigna sans un mot. Plus tard, Sophie murmura à Emma. « Il ne m'aime pas. Je crois qu'il sait pour le scandale. » Emma haussa les épaules. « Qu'il pense ce qu'il veut. On va leur montrer ce qu'on peut faire. » De retour à l'hôtel, Claire reçut un appel inattendu de sa mère, Madame Amélie Dubois, une ancienne militante des droits civils qui avait marché aux côtés de figures comme Gisèle Halimi dans les années 70. À 72 ans, Amélie vivait dans une petite maison à Montreuil, mais sa voix au téléphone vibrait d'une énergie intacte. « Claire, ma fille, ne baisse pas les bras, » dit-elle, son accent parisien marqué par des décennies de lutte. « Ce que vous vivez, Sophie et toi, c'est ce que nous combattions autrefois. L'injustice déguisée en bureaucratie. Rappelez-vous de mai 68, quand nous avons forcé le système à écouter. Vous devez faire de même. » Claire, émue, confia ses craintes. La perte potentielle de son emploi, l'enquête des services sociaux, les regards accusateurs à l'école de Sophie. « Ils essaient de nous briser, maman. » Amélie répondit avec fermeté. « Ils essaient, mais ils échoueront. Parce que vous avez la vérité, et la vérité est une arme puissante. Organisez-vous, trouvez vos alliés, et frappez fort. » Inspirée, Claire contacta Julien pour lui annoncer qu'elle refusait l'offre d'Air France. « Je veux un procès public, » déclara-t-elle. « Pas seulement pour nous, mais pour tous ceux qui ont été réduits au silence. » À dénicier. Le lendemain, une manifestation spontanée éclata devant le siège d'Air France à Toulouse, organisée par des militants locaux et des organisations comme SOS Racisme. Des pancartes proclamaient « Justice pour Sophie » et « Non au racisme dans les airs ». Claire, initialement hésitante, accepta de s'adresser à la foule après l'insistance d'Élise, la journaliste, qui avait publié un article explosif dans Le Monde, détaillant les preuves fournies par Camille et le témoignage du capitaine Laurent. Debout devant une centaine de personnes, Claire parla, sa voix tremblante au début, puis gagnante en force. « Ma fille, Sophie, n'a rien fait d'autre que rêver de l'espace. Mais sur un vol d'Air France, elle a été traitée comme moins qu'humaine, à cause de sa couleur de peau et de son handicap. Nous ne demandons pas la pitié, mais la justice. » La foule applaudit, et Sophie, à ses côtés dans son fauteuil roulant, leva timidement la main, un geste qui déclencha une ovation. Élise filmait, ses yeux brillants de larmes. « Vous êtes incroyable », murmura-t-elle à Claire après le discours. Mais la victoire était encore loin. Une contre-offensive d'Air France émergea rapidement. Une campagne de relations publiques présentant Véronique comme une employée modèle victime d'un lynchage médiatique. Des articles dans certains médias conservateurs suggéraient que Claire avait orchestré l'incident pour un gain financier, citant l'enquête des services sociaux comme preuve de sa négligence parentale. Au camp spatial, la présentation finale approchait. Sophie et Emma avaient peaufiné leur satellite, qui surpassait les attentes des juges. Mais la veille du concours, leur prototype fut retrouvé endommagé, les connexions électriques arrachées. « C'est du sabotage », murmura Emma, furieuse. Sophie, analysant les dégâts, remarqua des empreintes digitales sur le boîtier. « Quelqu'un a fait ça exprès », dit-elle, son esprit scientifique refusant de céder à la panique. Madame Clairaut, indignée, alerta la sécurité du camp, mais Antoine Fournier minimisa l'incident.
Des accidents arrivent. Vous devriez mieux protéger votre travail. Sophie, soutenue par Emma, passa la nuit à réparer le satellite, utilisant des pièces de rechange et ses connaissances en ingénierie. On ne va pas les laisser gagner, déclara-t-elle, ses mains travaillant avec précision malgré la fatigue. Le lendemain, lors de la présentation, leur satellite fonctionna parfaitement, corrigeant sa trajectoire avec une précision qui stupéfia les juges. Lorsqu'elles furent annoncées gagnantes du premier prix, la salle éclata en applaudissements, mais Fournier quitta la cérémonie sans un mot. Sophie, tenant son trophée, murmura à Emma. « On l'a fait, malgré tout. » Emma, rayonnante, répondit. « On l'a fait parce qu'on est les meilleurs. » Pendant ce temps, Julien et Camille se préparaient pour une audience préliminaire à Paris. Camille, bravant ses peurs, témoigna publiquement, présentant les emails et un enregistrement où Véronique discutait de « gérer les passagers gênants » avec un cadre supérieur. Le capitaine Laurent, dans une déclaration écrite, confirma avoir suivi les ordres de Véronique pour provoquer des turbulences, un acte qu'il regrettait profondément. Ces révélations déclenchèrent une onde de choc. Le lendemain, Air France annonça la suspension de Véronique et de 2 cadres supérieurs, dont le superviseur François Bisset. Une enquête interne fut lancée, mais Julien savait que la compagnie chercherait à limiter les dégâts. « Ils vont essayer de tout étouffer », avertit-il Claire. « Mais avec la pression publique, ils ne pourront pas ignorer longtemps. » Effectivement, les manifestations s'intensifièrent et des pétitions en ligne recueillirent des centaines de milliers de signatures. Des organisations comme la Ligue des droits de l'homme rejoignirent la cause, exigeant des réformes dans les politiques d'Air France. Quelques jours plus tard, une victoire majeure survint. L'hôpital Saint-Louis annula la suspension de Claire, s'excusant officiellement après que Julien eut menacé de poursuites pour licenciement abusif. L'enquête des services sociaux fut classée sans suite, le rapport concluant qu'il s'agissait d'une plainte malveillante, probablement orchestrée par des alliés de Véronique. Air France, sous la pression croissante, annonça la création d'un fonds de bourse d'études en sciences pour les jeunes issus de milieux défavorisés, nommé Bourse Sophie Dubois. Lors d'une conférence de presse, le PDG Pierre Delacroix présenta des excuses publiques, admettant des défaillances systémiques dans la gestion des plaintes de discrimination. Véronique fut licenciée et Antoine Fournier, éclaboussé par le scandale, démissionna du camp spatial. Claire, regardant la conférence à la télévision, serra Sophie contre elle. « On a gagné, ma chérie », murmura-t-elle. Sophie, les yeux fixés sur l'écran, répondit « Pas encore, maman. Il y a encore beaucoup de gens qui vivent ça. » Sa maturité frappa Claire, qui réalisa que leur combat avait éveillé quelque chose de plus grand. Une nuit, après la fin du camp spatial, Claire et Sophie s'installèrent sur la terrasse de leur hôtel, regardant le ciel étoilé au-dessus de Toulouse. Les constellations scintillaient, et Sophie pointa du doigt Orion. « Un jour, je construirai quelque chose qui ira là-haut, » dit-elle, un sourire rêveur sur les lèvres. Claire, émue, répondit « Je n'en doute pas, ma petite astronaute, et tu le feras dans un monde un peu plus juste grâce à toi. » Leur victoire n'était pas seulement personnelle. Elle avait ouvert une brèche dans un système qui avait trop longtemps ignoré les voix marginalisées. Alors que les étoiles brillaient, Claire sut que leur histoire, née dans le chaos d'un vol tumultueux, deviendrait un phare pour d'autres, un rappel que le courage d'une enfant et l'amour d'une mère pouvaient changer le cours des choses. L'histoire de Sophie et Claire Dubois dans Masque d'oxygène et Injustice touche profondément le cœur par sa portrayal crue de l'injustice et du courage. En tant que Français, nous valorisons l'égalité et la fraternité, mais cette histoire révèle combien ces idéaux peuvent être fragiles face aux préjugés. La persévérance de Sophie, une enfant confrontée au racisme et à l'ablisme, nous enseigne que la force intérieure transcende les barrières physiques ou sociales. Claire, en refusant le silence face à un système oppressif, incarne la détermination d'une mère et le combat pour la justice. Cette saga nous rappelle que l'indignation collective, amplifiée par les réseaux sociaux, peut renverser des pratiques discriminatoires. Dans la vie quotidienne, nous devons écouter, soutenir et amplifier les voix marginalisées, tout en défiant les injustices, même petites, autour de nous. Comme dans la tradition française de solidarité, incarnée par des figures comme Simone Veil, chaque geste compte pour bâtir un monde plus juste.
Si cette histoire vous a ému, likez et partagez cette vidéo pour inspirer d'autres. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus de récits puissants et laissez un commentaire pour partager vos pensées. Ensemble, faisons entendre la vérité.